J'espère que cette fois-ci, les élections sont transparentes. Pourquoi? Parce que tout se passe à l'aide ou tout se passe sur un système informatique. Tout se passe au travers au moyen de la technologie. Et je vous informe que cette fois-ci, il y a 3 manières de voter. Et nous allons le faire au même moment. Bienvenue dans Évolution X avec Jean-Luc Noah, votre guide passionné à travers les horizons du savoir et de la découverte. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur de la science, de l'informatique, de la géopolitique, du développement personnel et de l'Afrique panafricaine. Chers auditeurs, laissez-moi vous amener vers de nouveaux sommets de compréhension, vous dévoiler le mystère de l'univers et vous inviter à explorer les recoins fascinants de l'esprit humain. Chaque épisode d'Évolution X, nous nous plongerons dans des sujets divers et variés, démystifiant la complexité pour vous offrir des connaissances claires et accessibles. Je suis Jean-Luc Noah, votre fidèle compagnon de voyage intellectuel, avec une passion inébranlable pour l'apprentissage et la transfusion du savoir. Je suis ici pour vous guider dans une quête constante d'évolution personnelle et de compréhension du monde qui nous entoure. Ensemble, nous briserons les barrières de l'ignorance et élargissons nos horizons pour forger un avenir meilleur et plus clair. Accrochez-vous, chers auditeurs, car Évolution X est plus qu'une émission de podcast, c'est une véritable odyssée intellectuelle où chaque épisode est une opportunité de grandir, d'explorer de nouvelles idées et de se connecter à des concepts passionnants. Préparez-vous à être inspiré, à être défi ou à vous émerveiller face aux merveilles de notre monde en constante évolution. Alors, ouvrez votre esprit et laissez-vous transporter dans cet incroyable voyage des connaissances et des transformations. Bienvenue dans Évolution X avec Jean-Luc Noah. Bonjour et bienvenue sur Évolution X. Je suis ravi de vous accueillir pour une discussion passionnante qui va nous plonger au cœur de la politique et processus électoral en RDC. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité aux multiples facettes, le Dr Élisée Wakubemba, chercheur, analyste, coach et même responsable d'église. Il apporte un regard unique sur les questions politiques et processus sociaux. Il est également candidat à la députation nationale et provinciale, ce qui en fait un témoin privilégié des enjeux électoraux. Alors, accrochez-vous, car cette discussion promet d'éclairer notre compréhension sur la situation politique et processus électoral en RDC. Docteur Élisée, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs et merci beaucoup, très heureux de me retrouver dans cette branche avec vous. Alors, notre première question est de savoir comment vous avez réussi à rassembler des rôles aussi variés, chercheur, coach, responsable d'église et candidat. Merci beaucoup pour la question, pour essayer d'expliquer ou parler de la manière dont nous avons rassemblé ces différentes casquettes, ici de parler de mon parcours. Alors, étant donné que je suis licencié en relations internationales à la faculté des sciences sociales à l'université de Lubumbashi, et après mes études universitaires, nous avons pris la décision et l'engagement de continuer les recherches. C'est pourquoi nous sommes chercheurs et étant dans l'œuvre de Dieu, c'est depuis 2015 que j'ai pris l'engagement solennel de servir Dieu et en 2021, j'ai commencé l'œuvre à Lubumbashi, ce qui fait de moi responsable d'une église. Étant donné que nous sommes responsables d'une église par la sagesse, l'intelligence, aussi que Dieu a mis en nous, cela nous permet de coacher certaines personnes, certaines familles dans le domaine social et même beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre. Voilà un peu sur quoi tournent les rassemblements de plusieurs casquettes dont nous possédons dans cette ville. Cela prouve certainement que vous êtes une personne de multiples facettes. Alors, comment votre expérience en tant qu'analyste et chercheur a-t-elle influencé votre engagement dans le domaine politique? Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on s'ouvre à la science, on arrive à atteindre une certaine dimension de la connaissance. Et lorsqu'on atteint cette dimension de la connaissance, nous sommes censés rallier la théorie à la pratique. Avec les aptitudes que nous avons pu atteindre dans la science et dans la recherche,
la sagesse aussi et l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous avons eu le souci de mettre notre savoir, de mettre notre connaissance au service de la nation. C'est la plus grande motivation qui m'a poussé à me positionner ou à intégrer la vie politique. Ok, une réponse aussi tellement claire qui définit très bien votre personne. Alors parlez-nous un peu de votre parcours électoral. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en tant que candidat à la députation nationale et même provinciale? Mon engagement à la vie politique, à la participation des élections de cette année est motivé par 3 grandes raisons. La première raison, j'ai dit et je suis convaincu que la politique ne doit pas être ou n'est pas un désir, ni moins une passion, ni moins une ambition, mais pour nous la politique, c'est une vocation. C'est la première raison. Je crois que je suis appelé à moi, il y a des potentiels innés qui m'appellent, qui me ramènent à faire la politique pour un changement dans tel ou tel autre secteur. Et deuxièmement, c'est le souci du rajeunissement de la classe politique. Nous devons rajeunir la classe politique de notre pays. Et troisièmement, c'est le désir de mettre en action, de contribuer avec notre savoir au développement et au changement radical de notre cher et beau pays. Voilà les 3 raisons qui nous ont motivés à nous positionner comme candidats aux échéances électorales 2023. Alors, certaines personnes se donnent quand même le luxe de dire qu'ils peuvent quand même réussir en postulant ou en siégeant dans l'Assemblée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet ordre d'idée? Dire qu'ils peuvent réussir la vie en postulant ou en restant dans l'Assemblée. Oui. D'emblée, je commence par dire que les élections, c'est une lutte. Une lutte dans laquelle on n'utilise pas les armes, dans laquelle on n'utilise pas la brutalité, mais c'est une lutte d'idéologie. Beaucoup se penchent sur la corruption morale. Et c'est ce qui a détruit même la mentalité de la population. La population acclame, la population est derrière ce qui les corrompt moralement avec le matériel, qui est derrière les idéologies. Or, ce qui fait l'État, ce ne sont pas des corruptions. Ce qui fait l'État, ce qui doit rebâtir l'État, ce sont les idéologies. Et je décourage à toutes les personnes qui pensent faire la politique pour gagner la vie. Je venais tout à l'heure de suivre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il a dit, ceux qui veulent devenir riches doivent investir et entreprendre. Ceux qui deviennent riches dans la politique sont des voleurs. Donc c'est une pensée à décourager. Voilà, une réponse très claire parce que la plupart des gens ayant un peu des idées très pointues en matière politique tiennent toujours le même discours. Alors, quelles sont vos impressions générales sur la scène politique actuelle en RDC? Alors, mes impressions sur la scène politique en RDC, je peux dire par rapport aux élections qui se présentent et d'une manière générale. D'une manière générale, la scène politique en RDC a des controverses. Il y a des problèmes qui frappent et qui rongent la scène politique. Et parmi les problèmes actuels qui rongent la scène politique, nous avons la faible participation de l'opposition aux élections. Ça, c'est un problème. La deuxième des choses, nous avons le meurtre de l'ancien ministre, Chéribert Okende. La troisième des choses, nous avons l'insécurité qui persiste encore dans d'autres zones de la République démocratique du Congo. Et on peut aussi intégrer les Jeux de la francophonie qui vient à peine de se clôturer en RDC. Alors ce sont le point focal, ce sont les points forts qui sont d'actualité sur la scène politique en RDC. Voilà
un peu ce qui est aujourd'hui de la politique, aussi la question électorale. C'est une question dont tout le monde se pose. La participation, tout tourne autour de ça, de ces piliers que je viens d'énumérer. Alors, en tant que chercheur et analyste, quelles sont les opportunités et les défis que vous avez identifiés dans le paysage politique électoral du pays? Les opportunités et le défi que j'ai pu identifier dans ce processus électoral. L'opportunité d'abord, il y a une intégration de la jeunesse à la classe politique. Vous voyez, avec ces élections, je trouvais que la loi électorale a été adoptée, a été fondée de manière à ce que la jeunesse et même la femme congolaise puissent participer activement aux échéances électorales. Ça, c'est un point, ça, c'est un atout, ça, c'est un point très capital. Et deuxièmement, c'est la participation de la population dans le choix des conseillers municipaux. Vous êtes sans ignorer que en RDC, nous avons connu pour la dernière fois le choix des conseillers municipaux, c'était dans les années 80. Exact. Mais avec cette innovation, avec la transformation ou le changement ou la modification de la loi électorale, nous avons pu voir cette fois-ci, on a intégré, on a donné à la population cette chance, cette opportunité de se choisir elle-même les conseillers municipaux. Voilà un peu les opportunités qui se présentent. Et parmi le défi, je crois qu'il y a un problème d'inclusivité de tous les coins et recoins du territoire national. Étant donné qu'il y a quelques territoires qui sont encore sous occupation, qui demeurent dans l'insécurité, ces élections présentent les problèmes de l'inclusivité. Est-ce que toute la population va participer aux élections? Je ne crois pas. Ça, c'est un défi qu'on doit relever pour que les élections se passent dans le cadre. Alors, comme vous venez de dire que la nomination au côté municipal fait partie aussi des opportunités et aussi l'évolution en matière de processus électoral. Alors, certains ont quand même évoqué la question de dire que le jeu de la francophonie faisait partie aussi des mascarades en matière politique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il ne faut pas confondre l'action du chef de l'État en tant qu'exécutif et aussi l'action du chef de l'État quand il posera comme étant candidat à la présidence. Le jeu de la francophonie n'est pas inclus dans la politique. Mais le jeu de la francophonie, c'est le résultat de la diplomatie. C'est la politique étrangère, les relations extérieures. C'est la participation de la RDC comme étant membre de l'Organisation internationale de la francophonie qui, depuis bien d'années, je crois même avant même que l'actuel président ne soit président de la République, la RDC était choisie comme étant pays organisateur de 9e jeu de la francophonie. Ce qui a freiné, c'était la pandémie de Covid-19. Mais le jeu de la francophonie vient dans le cadre de la coopération linguistique et culturelle qui se fait au sein de la francophonie. Bien que les actions de l'État ou les actions de l'exécutif ont été un peu boostées pour la réhabilitation de certains milliers, de certains espaces, mais le jeu de la francophonie s'inscrit dans les annales ou dans le compte de la diplomatie congolaise. C'est un résultat, c'est une réponse à la diplomatie congolaise. Ok. Alors, pourriez-vous nous expliquer brièvement le processus électoral en RDC? D'ailleurs, il faut comprendre que le processus électoral, c'est l'ensemble des étapes, des exigences, des normes et des modalités à observer pendant une élection. Celui qui parle du processus électoral fait appel aux normes, fait appel aux lois, fait appel aux principes et fait appel aux étapes à respecter pendant une élection.
Pour ce qui est le cas de la RDC, nous avons la loi électorale qui définit comment le processus électoral va se passer. Nous avons les guides pour les candidats qui définit comment les candidats, quelles sont les étapes, quels sont les documents à fournir, à remplir que les candidats doivent faire. Nous avons le calendrier électoral. Le calendrier électoral qui détermine chaque période, chaque date, avec ce que la CENI et la population doivent faire pour la population, les candidats doivent faire pour les élections. Et pour aller plus loin, nous avons même des lois qui réglementent la vie de notre quotidien. La Constitution participe aussi ou fait avancer aussi les processus électoraux parce qu'on trouve des lois sur lesquelles certaines dispositions de la loi électorale sont calquées. Voilà un peu en quoi c'est qu'on peut comprendre du processus électoral. Et si je vais parler de ça en RDC, il y a eu l'enrôlement depuis le mois de février. On a publié, il y a eu les dépôts de candidatures pour les députés, candidats députés nationaux du 25 juin. Je crois que nous sommes allés jusqu'au 21 juillet. Après ça, nous sommes déjà dans l'enrôlement des candidats députés provinciaux et conseillers municipaux qui va aller jusqu'au 22. Le 1er septembre, il y aura dépôt des candidatures du président de la République. Et je crois le 9 septembre, on va publier la liste définitive des candidats. Au mois de novembre, il y a campagne. Et le 20 décembre, c'est le jour du scrutin. Ok. Alors, comment ce processus électoral a-t-il évolué au fil des années et quelles ont été les principales réformes mises en place pour améliorer le système politique? Une très meilleure question pour comprendre l'évolution du processus électoral dans notre pays. Vous êtes sans ignorer que pour la première fois que la RDC a organisé des élections démocratiques, libres, c'était en 2006. Après la réunification du pays, vous savez ce qui s'était passé avant 2006. Avec l'entrée de l'AFDEL en 1997, le pays était divisé. D'une part, le MLC, de l'autre part, RCD et bien d'autres. Il y a eu les accords signés à Sun City, en Afrique du Sud, ce qui a abouti à la naissance de la Constitution du 26 février 2006. Les accords signés à Sun City nous a donné le gouvernement de 1+4. La Constitution a été mise sur pied. Et à partir de là, nous avons eu les élections démocratiques en 2006. Pour le cas des élections démocratiques en 2006, au niveau présidentiel, c'était les élections à 2 tours. Si je peux donner la lumière avec votre permission. Oui, vas-y, allez-y. Les élections à 2 tours, c'est que au premier tour, celui qui doit passer comme président ou celui qui doit être déclaré élu, c'est celui qui a la majorité simple, c'est-à-dire 50 plus 1. Au cas où tous les candidats, toutes les personnes n'ont pas atteint la majorité simple, c'est ainsi que nous passons au second tour. Et au second tour, on va sélectionner les 2 candidats les mieux placés. À ce moment-là, le deuxième tour, c'est la loi du plus fort. Celui qui a beaucoup de voix, il passe. C'est ce qui s'était passé en 2006. Et au niveau des législatives, les législatives n'étaient qu'au niveau national et provincial. Et au niveau national et provincial, c'était la loi du plus fort. Le candidat qui a beaucoup de voix, c'est le candidat qui est sélectionné, c'est le candidat qui passe. Vous pouvez être dans une circonscription, vous êtes 20 ou 30 candidats. Si la circonscription a 3 sièges et qu'il y a 3 candidats les mieux placés, que ce soit des candidats indépendants ou des candidats de partis politiques, on les sélectionne parce qu'ils sont mieux placés. La deuxième fois que nous avons eu des élections, c'était en 2011. Mais cette fois-ci, en 2011, au niveau de la présidence, les élections s'étaient faites à 1 tour. À 1 tour, c'est-à-dire, c'est la loi du plus fort. Celui qui a beaucoup de voix, il passe. Au niveau de législative, les élections s'étaient
passer avec un système de listes ouvert. C'est-à-dire, quand un électeur vote, il ne vote pas pour un candidat, mais pour une liste. Une voix, il vote la voix sur une liste, mais avec préférence. Il choisit un candidat sur la liste, mais la voix appartient à toute une liste. Ça, c'était l'innovation de 2018. Parce que, avec le problème qu'ils ont eu de 2006, plutôt en 2011, ils ont compris que les candidats ont changé facilement de camp. J'étais de PPRD, demain je me retrouve de l'INC, le lendemain je me retrouve par exemple des RCD, parce que le siège était attribué aux candidats. Ça c'était le problème qu'ils ont connu en 2016, en 2006, et ils ont essayé d'arranger cela avec la loi électorale de 2011. Et la troisième fois c'était en 2018. En 2018, il y a eu aussi quelques innovations. Au niveau de la présidence, c'était la loi du plus fort, c'est-à-dire le système les élections à un tour. Mais au niveau des élections législatives, il y a eu toujours la loi du plus fort, mais il y a eu le système de liste ouverte, mais avec la loi du plus fort. Donc, c'est-à-dire, c'est sur une liste, on vote pour une liste, mais sur la liste-là, lorsque le candidat, par exemple, une liste à 3 candidats, lorsque sur une liste, nous tous 3 candidats, nous avons par exemple 10 voix et que parmi les 10 voix, moi j'obtiens 4 voix, les autres 3 voix automatiquement, c'est moi qui reçois les sièges. Parce que j'ai beaucoup de voix plus que les autres sur la liste. Ou bien j'ai beaucoup de préférences plus que les autres sur la liste. Mais cette fois-ci, en 2023, il y a innovation. Et l'innovation, c'est la même chose que ce qui s'est passé en 2018, mais on a innové parce qu'on a placé le seuil de recevabilité. Vous êtes sans ignorer que hier, on a publié la liste des partis regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité. Le seuil était fixé à 60% sur toute l'étendue de la République. Et pour être déclaré candidat, la liste doit atteindre au moins 1% au niveau national des suffrages valablement exprimés. Donc, vous pouvez avoir une liste, mais quand la liste n'a pas atteint les 1% des suffrages valablement exprimés au niveau national, on déclasse votre liste. Exact. Et au niveau provincial, il faut atteindre 3% des suffrages valablement exprimés au niveau de la province. Donc, ce sont les innovations qu'on a apportées et l'évolution du processus électoral de notre pays, si je peux parler d'une manière brève. Alors, nous savons bien qu'il y a un officiel français, Le Drian, qui avait quand même exprimé son mécontentement en 2018 en disant que les élections qui se sont déroulées cette année-là étaient au moins des compromis à l'africaine. Alors, qu'est-ce que vous en pensiez par rapport à cette proposition? Peut-être, il se peut que ça soit aussi dans cette même ordre d'idées cette année. Les compromis à l'africaine, c'est un problème qui fait sécher la salive. Monsieur Le Drian n'était même pas un témoin électoral. Alors, il a parlé sur base de quelles preuves? Ce qu'il a annoncé, ce qu'il a critiqué. Bon, sachant bien tout ce qui se déroule ici, nous savons il y a eu des problèmes avec d'autres candidats, il y a eu au moins de bâtons de roue avec d'autres candidats. Bon, c'était juste un pour parler parce que nous savons bien de propos qui étaient nés le candidat Maléry Fayoulou Madidi qui disait toujours que c'est lui qui serait le président et jusqu'aujourd'hui, il ne cesse de dire que c'est lui le président élu. La CENI a un système. Nous avons confiance en notre CENI. La CENI travaille en toute indépendance. Et la CENI est assistée par plusieurs témoins. Permettez d'être direct. La CENI n'est pas égale à une confession religieuse. La CENI n'est pas égale à un corps ecclésiastique. Et la CENI ne doit pas dépendre
des résultats de certains observateurs électoraux afin de publier le résultat. Le résultat que la CENI a publié, ce sont les résultats qui sont traçables. Lorsqu'on a publié les résultats provisoires, pourquoi celui qui s'appelle président élu n'a pas pu aller introduire le recours à la Cour constitutionnelle? Et ceux qui l'ont fait, on a prouvé noir sur blanc la traçabilité des résultats que la CENI a publiés. Donc il y a eu transparence là, il y a eu la traçabilité des résultats. Mais sachant bien, il y a eu d'autres personnes qui se sont pas enrôlées. Il y a prenons les cas de la population de l'Est, n'ont pas pu quand même voter. Ça, nous le savons très bien. En 2018, la population de l'Est a voté, bien que certains se sont déplacés. La population de l'Est, les élections de 2018 étaient inclusives. Toute l'étendue du territoire national ont participé aux élections. Ça, je vous informe. Mais pour les mécontentements, je vous dis, il n'y aura jamais de résultat publié qui va contenter tout le monde. Chacun se contente de ce qu'il a comme vérité. Mais pour ce que la CENI a publié, il y a la traçabilité. Ok. La transparence est un aspect crucial dans le processus électoral. Comment évaluez-vous la transparence du processus électoral et quels sont les défis persistants à cet égard? J'espère que cette fois-ci, les élections sont transparentes. Pourquoi? Parce que tout se passe à l'aide ou tout se passe sur un système informatique. Tout se passe au travers au moyen de la technologie. Et je vous informe que cette fois-ci, il y a 3 manières de voter. Et nous allons le faire au même moment. Il y a d'une part une manière non électronique, de l'autre part une manière semi-électronique, de l'autre part une manière électronique. C'est-à-dire, vous votez d'abord sur un bulletin, là c'est le non électronique. Vous prenez le bulletin, vous mettez dans la machine, là c'est semi-électronique. Il y a le bulletin et la machine. Et après avoir que le bulletin soit imprimé, vous confirmez encore dans la machine, là c'est la manière électronique. Donc il y aura la transparence. Et toutes les organisations de la société civile vont envoyer des témoins. Les regroupements et partis politiques vont envoyer des témoins pour qu'il y ait la transparence. Je crois que cette fois-ci, il y aura la transparence. Et le grand défi que la CENI doit lever pour ce qui est la transparence, c'est de faire participer les témoins de l'opposition, de la société civile et de la majorité, voire même des observateurs internationaux qu'on peut envoyer pour observer les élections afin que les élections soient réellement transparentes. Bon, sachant bien, il y a au moins d'autres candidats qui se sont quand même pointés aux législatures de 2018 et aujourd'hui, avant ils disaient qu'ils étaient candidats, mais il n'y a pas longtemps, ils ont quand même dit que les élections, et la CENI plutôt, est instrumentalisée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Lorsque on a voulu auditer les fichiers électoraux, le candidat, ou pas le candidat, le député de l'opposition ont boycotté l'audit. Ils n'ont pas participé. Et vous vous imaginez qu'après avoir audité le fichier est déclaré conforme sur base duquel on a répartitionné le siège et après une partie de l'opposition se lève pour dire que on doit encore revoir l'audit du fichier électoral. C'est pas normal. Je crois que il y a beaucoup de choses à revoir dans notre pays. Et si nous devons nous baser sur les caprices de certains candidats échouant aux élections de 2018 pour diriger ou pour orienter l'action de l'État ou l'action de la CENI, nous allons échouer.
Les élections, c'est la détermination de la population congolaise et pas d'une certaine catégorie de la population congolaise. Ok. Et comment les médias sociaux ont-ils joué un rôle dans les campagnes électorales en RDC et quelles en sont les conséquences ou les inconvénients? Avec la venue des médias sociaux, toute chose a basculé vers le numérique. Et les médias ont joué un rôle très, très, très important dans la sensibilisation pendant les élections. La première des choses, c'est la visibilité et la notoriété rapide. Au travers des médias sociaux, un candidat est capable de se rendre facilement visible et recevoir de la notoriété très facilement. La deuxième des choses, c'est la facilité de pouvoir atteindre une masse de la population dans un coup. Pour réunir ici à Kasumbalé, ça 3000, 5000 personnes, il nous faut demander l'autorisation à la mairie, il nous faut des préparatifs, il nous faut les instruments pour que la voix arrive, pour que la voix puisse atteindre tout le monde, il faut la présence du média, tout. Vous voyez, toutes ces organisations-là. Mais aujourd'hui, pour publier quelque chose sur ma page Facebook, sur mon compte Facebook, sur mon compte Instagram ou quoi que je ne sais pas, je n'ai pas besoin de l'autorisation de la mairie. Je n'ai pas besoin de l'autorisation du bourgmestre. Je le fais et tous qui sont abonnés à mon compte, tous qui sont abonnés à ma page voient directement. Et c'est un avantage vraiment que les médias ont apporté dans le processus électoral. Mais aussi le média a présenté quelques faiblesses ou quelques inconvénients. Et parmi les faiblesses, je vous parle tellement d'eux. La première des choses, c'est le maquillage de l'action d'une personne. Okay. Donc il y a des personnes, au lieu de faire les actions, ils font des montages, ils font des histoires, il est là, il mixe toute une foule de gens comme s'il fait quelque chose alors que c'est le jeu du numérique. Okay. Il maquille son action au lieu de présenter ce qu'il fait. Ça, ce n'est pas bien, c'est un inconvénient et ça produit beaucoup des escrocs, des aventuriers au niveau des médias sociaux. Et la deuxième des choses qui peut être comme conséquence, c'est des pirateries. Il y a des comptes des gens qui sont piratés et les gens posent les actes sur le compte de ces gens-là, soi-disant que ce sont ces gens-là. Et ce sont des choses qui peuvent détruire même la réputation d'une personne, qui peuvent détruire la crédibilité d'une personne. Vraiment, c'est parmi aussi les deux inconvénients que je peux parler avec l'avenir de médias sociaux. Alors, votre position dans tout ça, vous encouragez ça ou bien vous découragez? Parce que, voyons l'évolution de l'informatique, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Peut-être, il n'y a pas longtemps, des photos des papes qui ont circulé sur les réseaux, le pape qui était en boîte, entouré de beaucoup de filles. Alors, votre position par rapport à tout ça, vous encouragez l'utilisation des médias sociaux dans les cadres politiques ou vous découragez ça? Nous encourageons l'utilisation des médias sociaux sécurisés. Alors, dans quel cadre on peut sécuriser les médias sociaux? Parce que nous savons très bien, au Congo, il y a, peut-être si je peux me le permettre, il n'y a jamais eu la régulation en matière de l'évolution informatique. Non. Il y a le code numérique qui venait d'être publié tout à l'heure. Ok. Il n'y a pas longtemps, le ministère du numérique a publié un code numérique. Okay. Donc, à partir de maintenant et récemment, il y a eu une réunion entre le magistrat et le ministère du numérique. Le ministère du numérique a présenté le code numérique auprès du magistrat. Le code numérique reprend les infractions et la peine de ces infractions-là. Donc, bientôt, là, quand tu pirates un compte d'une personne, quand tu t'hasardes à faire du n'importe quoi sur l'Internet, c'est possible que l'État t'appréhende et que tu payes de tes actes. Alors, je crois, là, c'est par rapport à la réglementation pour l'utilisation de l'Internet et autres. Mais pour la sécurisation des comptes, pour la sécurisation des médias sociaux, je crois qu'il y a des gens qui ont fait des études, des spécialistes en informatique qui sont calés en ça. Ils vont vraiment sécuriser les comptes et les comptes seront en sécurité. Je ne suis pas passé par la faculté d'informatique pour vous donner plus de détails. Mais je crois qu'il y a des personnes comme vous d'ailleurs et il y a d'autres personnes qui sont là pour ces genres de travail. Alors, bien réussi. Alors, on va faire brièvement. Alors, parlons un peu d'un mouvement qui s'est créé un peu il y a pas longtemps, qui a escroqué pas mal de gens d'argent.
comme nous tous nous le savons, c'est un mouvement de buyware. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui tournent autour des buyware. On se demande, bon, est-ce que le gouvernement a participé là-dedans ou ignorait vraiment l'existence de buyware? Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça? Je pense qu'il y a des personnes très mal intentionnées qui ont escroqué la population congolaise pour faire reposer cela sur les épaules de l'État congolais. Je crois et je confirme que l'État congolais n'est pas participant dans cette escroquerie. Quelle preuve que nous pouvons avancer que l'État congolais a participé dans cette escroquerie? Y a-t-il des permis d'exploitation? Y a-t-il des permis ou des accords entre, je ne sais pas, les groupes ou la société buyware et le gouvernement congolais? S'il y en a, qu'on les présente. S'il n'y en a pas, donc vous savez que l'informatique a évolué à un niveau où on peut pirater même une signature, on peut pirater même le sceau. Mais il y a des personnes très mal intentionnées qui ont escroqué la population congolaise. Et je déconseille à la population congolaise, aux concitoyens, de croire à ce genre de choses, de beaucoup plus croire à ce genre de choses, sans être vraiment informés, sans être vraiment rassurés que ce sont des choses réelles ou des choses honnêtes ou des choses sérieuses. Il y a beaucoup de choses qui ont perdu, beaucoup de personnes qui ont perdu l'argent en ça. Ce n'est pas l'État congolais. Ce sont les malfrats, des personnes mal intentionnées. Et je crois par la grâce de Dieu, avec la publication du code numérique, il y a des députés qui portent déjà la voix de la population au niveau de l'Assemblée au sujet, à ces sujets. Et nous croyons que certaines personnes qui sont derrière cette action seront appréhendées et le gouvernement va nous les présenter. Alors, nous savons bien que pour utiliser un système parallèle comme celle qu'ils ont utilisé, que ce soit sur celle des Airtel ou des Vodacom, ils doivent nécessairement présenter quelques documents comme le numéro RCCM, qui est le registre des commerces, et le numéro d'identification nationale. Alors, sans des documents principaux, normalement, ils ne devraient même pas avoir accès à ces systèmes. Alors, comment ils ont pu quand même avoir accès à ces systèmes? La piraterie existe. C'est facile qu'on pirate des documents et c'est facile qu'on pirate même un système. Ces gens-là maîtrisent l'informatique et sont prêts à tout. C'est possible qu'une personne présente crée une société, par exemple, qui se déclare à l'État qu'il vend de l'eau, mais en réalité, au-delà de l'eau, il vend du sucre. C'est possible. Donc ces gens-là sont prêts à tout, C'était un coup bien organisé. Mais l'État congolais n'est pas participant dans cette escroquerie. D'accord, c'est très clair. Alors, en tant que chercheur et acteur politique, vous avez une perspective unique. Alors, comment visualisez-vous un système politique électoral idéal? D'abord, nous sommes dans un système politique semi-présidentiel. Et dans le système politique semi-présidentiel, c'est-à-dire nous avons un président, un premier ministre. Moi, je pense, premièrement, en tant que chercheur, pour que notre système politique soit idéal, je crois, j'annonce déjà, je suis en train de travailler sur un livre dans lequel je parlerai sur la démocratie à l'africaine. La conception de la démocratie selon nous les Africains, en comparaison avec le pouvoir que les Africains avaient avant la colonisation et avant l'indépendance. Moi, je pense que ici en RDC, pour que notre système politique soit idéal, on doit revoir les attributions du président de la République au détriment des attributions du Premier ministre. Il y a beaucoup d'attributions qu'on a données au Premier ministre, alors que la législation ne parle pas un même langage avec la population. Aujourd'hui, quand tout ne va pas, qui est le patron de l'exécutif? C'est le Premier ministre. Mais quand tout ne va pas, tout repose sur le dos du président de la République. Okay.
Moi, je pense d'ailleurs que le Congo n'est pas un royaume. Et le système politique de la RDC est calqué sur le système politique belge, dans lequel nous avons un roi et un premier ministre. Mais ici, chez nous, on a un président de la République et un premier ministre. C'est ce qui a créé même le conflit entre Lumumba et Kasavubu. Parce que les attributions ne sont pas très bien définies. Moi, je pense, en tant que chercheur, pour que le système politique soit idéal, on doit revoir les attributions du Premier ministre, les réduire. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, on doit supprimer le Premier ministre, supprimer le rôle du Premier ministre. Que le président travaille seul avec le ministre, qu'il ait un vice-président et le ministre. C'est tout. Là, nous aurons vraiment l'action de l'exécutif forte et solide. Et pour que le système électoral soit idéal, je pense qu'il faut mieux supprimer les seuils de recevabilité. Ces histoires-là des seuils de recevabilité, le conditionnement à atteindre un certain nombre de pourcentages pour que la liste soit déclarée, tout. Ces histoires-là, on doit les supprimer. On doit retourner, bien sûr, au système des listes ouvertes avec la préférence, mais avec la loi du plus fort. C'est la meilleure des choses à faire. D'accord. Selon vous, quels sont les principaux objectifs à long terme pour renforcer la démocratie et la représentativité dans le pays? Pour renforcer la démocratie dans un pays, je pense qu'il faut l'instauration d'un véritable état de droit. L'état de droit n'est pas un cantique funèbre. L'état de droit ne doit pas être un cantique festif, mais l'état de droit doit être réellement, véritablement instauré. Si nous voulons que notre pays soit réellement démocratique, l'état de droit doit réellement exister. La deuxième des choses, c'est la centralisation des idéologies politiques. Si nous voulons que la démocratie soit réelle, si nous voulons avancer vers le développement, nous devons apprendre à centraliser les idéologies politiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, on a plus de 700 partis politiques au Congo. Et quand vous voyez ces partis politiques, les idéologies s'entrechoquent, les idéologies s'emboîtent, les idéologies corroborent, mais seulement les gens ne veulent pas travailler ensemble. Quand vous voyez des regroupements politiques, il y en a plusieurs, c'est plusieurs regroupements politiques. On n'a retenu que 66, mais je crois que nous sommes au-delà de 100. Vous voyez les idéologies des regroupements politiques corroborent, s'entremboîtent et s'enchoquent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense à ce sujet, l'État congolais, les législateurs doivent s'impliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer déjà des branches, des regroupements politiques. Et d'ailleurs, je pense qu'on doit créer le regroupement des regroupements politiques. Okay. C'est que j'ai pensé qu'on doit appeler le club de regroupement politique. Et quand un parti politique est créé, il joint, il intègre directement un club par rapport aux idéologies maîtresses qui peuvent être utiles à la vie politique de la RDC. Par exemple, nous avons le fédéraliste. Ils peuvent avoir leur club de fédéralistes. S'ils sont 1000 partis politiques, mais qu'ils soient dans un club fédéraliste. Dans ce club, il peut y avoir des regroupements politiques et des partis politiques, il n'y a pas de problème. Nous avons le club des démocrates. Nous avons le club des unitaristes. Nous avons le club, par exemple, des socialistes. Nous avons un club, par exemple, de l'humanisme. Nous avons un club, par exemple, des économistes. Quand un parti politique est créé, les objectifs du parti politique, ce n'est pas le parti politique qui doit chercher, qui doit définir ou qui doit choisir où il doit s'allier. Automatiquement, la législation congolaise dit au parti politique, messieurs, avec votre parti politique, l'idéologie démocrate, vous appartenez au club des démocrates. Et là, au niveau des clubs,
quand il y a des élections, par exemple, les élections du président de la République, nous avons par exemple 5, 6 ou 10 clubs par rapport aux idéologies. Les clubs peuvent faire les élections interclubs, les élections interregroupements. Les clubs présentent un candidat qui passe au niveau du club. Vous allez voir que même le nombre de candidats à président de la République ne sera pas extravagant. On peut se trouver avec 5, se trouver avec 6, avec même 3, même 2 candidats. Ça permet à la population congolaise de faire un meilleur choix. Même au niveau de la députation, on peut faire la même chose. Moi, je pense qu'il y a exagération dans les multipartismes. Ok. Alors, nous savons bien qu'il y a d'autres partis politiques. Je souligne que je parle en tant que chercheur. D'accord. Alors, nous savons très bien qu'il y a deux partis politiques qui ont quand même pris le rôle de la police. Ils exercent en tant que combattants, ils se disent combattants, mais on se demande d'abord quel type de combattants et c'est quoi le rôle de la police dans tout ça. Si déjà un parti politique se donne quand même l'élix d'aller arrêter quelqu'un vers que ce soit à des heures tardives et se donne peut-être pas la peine d'attendre le matin, ils prennent le rôle de la police. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça? C'est une infraction. C'est une infraction et je crois mieux, la police appréhende ce genre de personnes. La police congolaise ne tolère pas ces bêtises. Certes, il y a des gens qui se comportent en milice. Il y a des partis politiques qui se comportent en milice, mais je vous assure que la police congolaise appréhende ces gens-là et ces gens-là payent de leurs actions. Je crois que ces genres de personnes qui se comportent en milice doivent cesser. Parce que nous avons une police qui est capable de redresser les déviations, qui est capable de redresser le comportement déviant de la population. Donc, ce n'est pas au parti politique de sanctionner une infraction, ce n'est pas au parti politique de punir une infraction. L'État congolais existe. D'accord, merci. Alors, récemment, il y a eu un problème entre le ministre de l'Intérieur et le gouverneur. Ils se sont quand même, nous savons tout ce qui se passe sur les rouages politiques en RDC. Alors, qu'est-ce que vous en pensez entre ces conflits-là? Le conflit entre le ministre de l'Intérieur et les gouverneurs des provinces, c'est un conflit qui est né à la suite de basculement, de regroupement et partis politiques. Quand il y a eu basculement, de tel regroupement à tel regroupement, de telle plateforme à telle plateforme, ça a créé des conflits au niveau des assemblées provinciaux. Et les assemblées provinciaux pouvant, certaines assemblées ont pris la décision de faire tomber le gouverneur ou de lui ôter le mandat de gouverneur. Et avec ces mouvements ou cette période de la crise entre gouvernement provincial et assemblée provinciale, c'est ainsi que le ministère de l'Intérieur s'est impliqué pour recadrer les choses afin qu'il y ait un même langage et que toutes les provinces avancent pour le développement de la République. Parce que les histoires, la dépétition, ça n'amène pas le développement, ça ne fait que bloquer le développement. Et c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur s'est impliqué sur ces histoires-là pour que toutes les provinces avancent sur le même pas du développement. Alors, ok, c'est très clair. Alors, il y a eu toujours, dans cette même ordre d'idées, il y a eu au moins d'autres personnes, membres du parti du ministre de l'Intérieur, qui se sont quand même pointés et menacé le gouverneur de la République, et les gouverneurs de la province plutôt. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises face à toutes ces personnes? Je ne suis pas informé de cette situation qui a eu les membres de la famille du ministre de l'Intérieur qui ont menacé des gouverneurs. Je ne suis pas informé de cette situation. Je ne crois pas que ça existe. Ce sont les ondits sur l'Internet. Ce n'est pas de réalité. Bon, pas que des ondits, il y a eu des vidéos qui ont circulé récemment. Moi, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord, merci. Outre le réforme institutionnelle, quel est le rôle? S'il y en a vraiment, vous pouvez nous le présenter. Nous allons voir, justifier, expliquer. D'accord. Alors, quel est le rôle des organisations de la société civile et le média indépendant pourrait-il jouer pour réformer la transparence et la responsabilité? Les organisations de la société civile et les médias privés doivent, premièrement, dénoncer les mauvaises pratiques pouvant compromettre la transparence des élections. Okay. S'il y a des gens mal intentionnés qui se présentent avec de mauvaises
pratique avec une mauvaise foi pour compromettre les élections, les organisations de la société civile et les médias privés doivent dénoncer ces mouvements-là pour permettre aux élections d'être réellement transparentes. La deuxième des choses, les organisations de la société civile et les médias privés ne doivent pas appartenir à une couleur politique. Nous le constatons déjà qu'il y a des médias qui se déclarent privés mais appartenant à une couleur politique. J'ai ma chaîne de télévision, je l'ai enregistrée comme une chaîne privée alors que moi je suis candidat. La chaîne est censée me soutenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous remarquons dans notre société congolaise. Les chaînes de télévision et des médias qui se déclarent privés doivent travailler dans cette idéologie d'être privés et indépendants. Ils ne doivent rien à une personne ou à un candidat. Même si c'est lui le patron de cette chaîne-là, ils doivent avoir une idéologie de travailler en toute indépendance. D'accord. Comment les citoyens ordinaires peuvent-ils contribuer au changement positif dans le système politique au-delà des élections? Par le changement de mentalité et la prise de conscience en combattant les antivaleurs. Moi, j'ai toujours pensé que la personne sur laquelle, dans la Bible, Dieu a dit, la Bible déclare que Dieu serait répandu d'avoir créé l'homme. Je crois que cet homme-là sur lequel Dieu s'était répandu, c'était un Congolais. Tellement que nous avons tout, mais nous sommes inconscients. Nous devons changer de mentalité, nous devons prendre conscience de nos responsabilités et nous devons combattre les antivaleurs. C'est dans ces moments-là que la population congolaise peut participer à un changement dans notre pays. Alors, quelles sont les leçons que vous avez apprises en tant que candidat député et comment ces enseignements se reflètent-ils dans votre travail en tant qu'analyste et chercheur? J'ai appris que la politique n'est pas un hasard. On n'y va pas pour se faire de l'argent, comme plusieurs le pensent. Par contre, pour être un serviteur de la mère patrie. Et je crois qu'avec la connaissance que j'ai, cela me permettra d'être un serviteur pour mon pays. Et avec toutes les choses que je rencontre dans la sphère politique, ça ouvre encore mon esprit à pouvoir parler d'une manière scientifique de quelques observations que je fais sur la scène politique. Au plus bas de l'échelle, pas au plus haut niveau, au plus bas de l'échelle. Voilà. D'accord. La réponse est plutôt très claire. La politique peut être complexe et exigeante. Comment gérez-vous les défis personnels et professionnels liés à votre engagement politique? La sagesse est la meilleure des choses. Le courage, la confiance en soi et la maîtrise de soi nous permet de gérer beaucoup de défis, car il y en a tellement. Il y a de ceux qui nous découragent, vu que nous sommes jeunes. Il y a de ceux qui nous insultent, vu que nous sommes hommes de Dieu et on embrasse aussi la politique. Mais nous avons confiance en ce que nous faisons. Nous avons la foi en notre Dieu et nous avons la maîtrise de soi. On ne répond pas aux injures, on ne répond pas aux critiques. Nous travaillons sur notre idéologie pour faire triompher cela. D'accord. Comment vos croyances religieuses et vos valeurs en tant que responsable d'église ont-elles influencé vos actions et vos prises de décision en tant que candidat? Cette question, je la reçois partout où je passe. Mais, ma croyance, ma foi, me dit que Dieu ne peut pas seulement appeler les gens pour prêcher, pour prophétiser, pour parler en langue. Même dans la Bible, il y a des gens que Dieu a appelés pour être prophètes, et il y a des gens que Dieu a appelés pour devenir des dirigeants. Et par cette hypothèse, je crois que je suis de cette catégorie de personnes que Dieu a appelées pour prêcher, pour diriger une église et pour être un dirigeant sur la terre dans mon pays. Voilà un peu la motivation, la croyance que j'ai par rapport à mon engagement dans la vie politique. Parce qu'il y a de ces personnes qui croient que être dans la politique, c'est avoir des gris-gris et puis à un moment donné, vous serez obligé peut-être de mettre quelqu'un KO. Alors, c'est quoi votre idée par rapport à tout ça? On ne peut pas tout mystifier. On ne peut pas tout diaboliser.
Les mêmes personnes qui disent ça, ils disaient ça en 2010-2011. Facebook, c'est diabolique. Tout le monde est sur Facebook maintenant. Je crois qu'on doit revoir notre manière de voir les choses. On doit revoir notre manière de penser. On doit revoir notre manière de poser les actes et de poser les actions. Tout n'est pas diabolique. Et il y a des choses dans lesquelles Dieu a besoin que le chrétien entre afin que la volonté de Dieu se manifeste. Voilà. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent de s'engager en politique et en poursuivant d'autres rôles et responsabilités dans leur vie? Si cela est une vocation, je les fortifie. Car le chemin n'est pas facile. Le terrain est très glissant. Mais si c'est pour chercher de l'argent, je les décourage. Je les conseille plutôt d'investir dans les champs, dans l'élevage, dans d'autres secteurs. Une réponse plutôt très intelligente. Alors, comment envisagez-vous l'évolution future de votre engagement politique et votre rôle dans le développement de la RDC? Je pense atteindre la hauteur, arriver au sommet, afin de mettre mon savoir au bénéfice de la mère patrie, apporter ainsi un changement, même dans un secteur de la vie de l'État ou dans plusieurs secteurs de la vie de l'État. Là, ce n'est que le commencement, mais je crois au fil des temps, au fil des jours, nous serons avec vous et je vous dirai ce que nous aurons à apporter comme changement. Nous sommes déterminés vraiment à apporter un changement. Nous prions vraiment que Dieu nous amène plus haut et que la population nous soutienne afin que nous puissions apporter ces changements. Merci beaucoup, Dr Élisée, d'avoir partagé votre expertise et vos perspectives éclairantes avec nous aujourd'hui. Vos idées et vos expériences apportent une nouvelle dimension à notre compréhension de la politique et du processus électoral en RDC. Nous sommes vraiment reconnaissants de vous avoir eu sur Évolution X. C'est nous qui vous remercions pour la confiance. D'accord, merci. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode d'Évolution X. Merci infiniment de nous avoir rejoints dans cette capsule captivante d'Évolution X. Nous espérons que cette discussion vous a éclairé sur les enjeux politiques et électoraux. Si vous avez trouvé cet épisode aussi enrichissant que nous, n'hésitez pas à vous abonner sur Évolution X pour ne manquer nos prochaines conversations stimulantes. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connectés et engagés dans le débat qui instruit. Votre soutien est la clé pour faire évoluer les conversations vers un avenir plus informé et positif. Prenez soin de vous et à bientôt.